Avant tout, je vais faire une petite présentation. Jean-Philippe, kinésithérapeute du sport, diplômé de l'école de kiné de Rennes et d'un master EOS. Il est également formateur en kiné du sport et depuis 2017, il travaille pour l'équipe pro du FC Nantes et il est responsable du pôle scientifique. L'une de ses principales préoccupations, ça va être au sein du club la réduction des blessures liées au janvier. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, je suis honoré qu'on m'ait invité. Donc merci à l'Université de Nantes, merci à Lyon Compagne qui n'a pas eu la décence d'être là aujourd'hui. Un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Et je suis ravi parce que je pense vraiment que les kinés, les prépas, je sais qu'il y a beaucoup de profils différents dans la salle, et je pense que les kinés, les prépas, on a vraiment intérêt à travailler ensemble. Parce qu'on fait quasiment le même taf, sauf qu'on ne le fait pas au même moment. Notre travail, même avec les entraîneurs, on a beaucoup de similitudes. Vous allez voir que je ne vais pas inventer la poudre, vous allez voir beaucoup d'exercices que vous avez déjà vus juste avant. Donc de toute façon, j'ai pas beaucoup de temps et je ne serai pas complet, exhaustif, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir d'être là, c'est que les kinés ont beaucoup à apprendre des préparateurs physiques, et les préparateurs physiques, je pense aussi, ont beaucoup à apprendre des kinés. Et plus il y aura d'entente entre ces deux corps de métier, moins il y aura de blessures, peut-être, sûrement, mais en tout cas, mieux seront pris en charge les athlètes une fois que les blessures apparaissent. Donc voilà pour le préambule. Déjà, alors, je m'excuse d'avance parce que je sais qu'il y a des étudiants, il y a des stapsiens, des étudiants en kiné, des prépas, des athlètes, des kinés, enfin un peu de tout. Je ne vais pas pouvoir contenter tout le monde, je serai peut-être un peu trop simpliste pour les kinés et un peu trop complexe pour les non-kinés. Je vais vraiment essayer de vous apporter à chacun quelque chose. Donc déjà, on m'a demandé de refaire un point sur ce qu'il faut faire quand on se blesse. La première chose qu'il faut faire, parce que c'est pas très clair. Donc, je voudrais vous demander à vous, d'après vous, quand on sent une douleur aux ischios, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, qu'est-ce que c'est? J'ai pas entendu. S'arrêter. S'arrêter, exactement. Ça paraît basique, mais en fait, c'est très important, comme on a vu plusieurs fois, le facteur de risque principal de se faire une lésion aux ischios, c'est d'avoir déjà eu une lésion aux ischios. Donc quand on sent une douleur derrière la cuisse, alors quand on se pète et il n'y a pas de question à se poser, l'athlète est obligé de s'arrêter. Mais quand on sent une douleur derrière la cuisse et que le sportif veut continuer parce qu'il y a un contexte particulier, parce qu'il est très motivé pour cette compétition, eh bien c'est à nous, professionnels de santé, de discuter avec lui, de le raisonner, pour qu'il ne se pète pas plus haut. En effet, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, c'est important, avant que la blessure soit trop grande. Une fois que la blessure est apparue, les études sont assez claires là-dessus. La priorité, c'est la compression. Donc, si vous êtes athlète, si vous êtes entraîneur, si vous êtes prépa, gardez une bande de cohébants, auto-adhésif, je n'en ai pas ramené, j'ai oublié, je suis désolé. Mais en gros, c'est des bandes qui collent sur elles-mêmes, c'est pas les straps qui collent sur la peau ou qui collent sur le strap aussi. C'est des bandes auto-cohéritives, donc ça ne colle que sur la bande. Et dès que l'athlète se blesse, il faut faire une compression avec une compression plus importante au niveau même de la blessure, assez forte pour le premier quart d'heure. Et ensuite, vous pouvez changer cette bande et la mettre un petit peu moins serrée pour que l'athlète le garde pendant 12 à 24 heures. On va parfois dans certaines études jusqu'à 48 heures, mais c'est 24 heures qui sont les plus importantes. Concernant la glace, les études sont assez contradictoires. On ne sait pas trop, en fait, si c'est bien ou pas de mettre de la glace. Il y a des études qui ont montré même une altération de la cicatrisation, en tout cas une diminution de la cicatrisation et de la qualité tissulaire lorsqu'on met de la glace, mais c'est chez la rat. Donc, je ne sais pas si vous réagirez comme un rat ou pas. En tout cas, ce qui a été montré, c'est que le côté antalgique est présent quand on pose de la glace.
Donc si j'ai un conseil à vous donner, comment appliquer ça sur le terrain, ouais, mettez de la glace si ça fait du bien à l'athlète, mais pas trop longtemps et pas systématiquement comme on avait la tendance à préconiser avant. Ensuite, quand mon patient se pète, si je peux, j'aime bien avoir les images pour voir comment ça s'est passé. Vous savez que moi je travaille avec les footballeurs, vous savez qu'il y a trois grandes catégories de blessures, de mécanismes de blessures. La première c'est le sprint, la seconde c'est la frappe, et la troisième c'est les arrêts brutaux, les atterrissages brutaux avec une flexion de genoux non maîtrisée. Donc ce que je vais demander à mon patient d'abord c'est la douleur initiale. Si la douleur initiale elle est supérieure à 6 sur 10, c'est un facteur de gravité. Le deuxième facteur de gravité qui est très important, c'est la difficulté à la marche. Si mon patient a mal à la marche juste après, et surtout le lendemain, c'est aussi un facteur de gravité. Et le troisième facteur de gravité, c'est si le patient a entendu un bruit. Alors on ne sait pas vraiment si on entend ou si on sent, mais en tout cas, c'est ce que les athlètes disent, j'ai entendu un bruit. Ça aussi, c'est un facteur de gravité. Voilà. Ensuite, là, je vais faire exactement comme si j'avais un patient qui venait me voir. Comment tu t'appelles ? Adelis. Tu vas nous chanter quoi aujourd'hui ? Tu veux t'installer ? Alors, j'ai rarement fait des séances avec autant de gens devant moi, donc je m'excuse d'avance si je ne m'adresse pas à toi directement. Donc, mon patient, quand il va venir me voir, je ne suis pas médecin, mais je vais devoir faire mon diagnostic, avoir mes marqueurs. Si ce n'est pas du diagnostic, ce sont des marqueurs. Donc, je vais faire des tests que les médecins utilisent pour voir s'il y a une blessure musculaire. Et ça va me permettre d'avoir un fil rouge tout au long de ma rééducation. Donc tu peux t'allonger sur le ventre, s'il te plaît. Donc, merci. Donc d'abord, le premier test, c'est la palpation. Je vais palper mon patient, et ce test-là, il est assez peu fiable, mais il reste sensible. C'est-à-dire que quand je palpe mon patient, si il ne ressent pas de douleur, c'est probablement qu'il n'y a pas de lésion myoponeurotique. Ok ? Alors après, pour les étudiants kinés, quand vous palpez, il ne faut pas palper avec un doigt fort comme ça, parce que là, il y a très grande chance que lui, il a mal, même s'il n'a pas de lésion musculaire. Ok ? Donc vous utilisez plusieurs doigts et vous allez palper sur tout le trajet musculaire. Ok ? Pas de douleur, j'imagine, t'as pas de problème d'ischio. Ok. Le deuxième test sur 3, c'est quoi ? Les étudiants kinés, vous devez répondre au tac au tac. La contraction. Ok. Moi, je préfère commencer par l'étirement. Parce que s'il a mal à la contraction, il risque d'avoir mal. S'il a mal à l'étirement, il risque d'avoir mal à la contraction. Donc, je ne veux pas lui faire mal trop vite à mon patient. Tu peux te mettre sur le dos, s'il te plaît ? Merci. Donc, je vais étirer mon patient. Alors, je prends plus soin du patient généralement parce que j'ai 2 mains. Là, je ne peux pas. Tu m'excuseras, Denis. Donc, je vais chercher un étirement tranquille et je veux voir surtout à quel moment il a mal. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Et surtout, je vais le faire en comparatif. Parce qu'il y a des patients qui vont être très vite douloureux et en fait, c'est juste de la raideur. La deuxième chose, c'est que je vais me contenter juste de cet étirement-là parce que là, je vais dire toute sa chaîne poste. Ça peut même lui tirer derrière la nuque à la rigueur. Donc là, je vais chercher à isoler les ischios. Pour isoler les ischios, je vais juste fléchir le genou. Et quand je fléchis le genou, là, je vais vraiment étirer son ischio-jambier. Ok ? Donc là, l'amplitude du mouvement m'intéresse aussi. C'est même surtout ça qui m'intéresse. À quel moment ça lui fait mal et à quel endroit ? Est-ce que ça correspond à ma palpation ? Merci. Ensuite, je vais revenir sur le ventre. La contraction. La contraction, je vais commencer par une contraction douce, tranquille, donc isométrique. Donc je vais juste lui demander de pousser contre moi. Ok, très bien. S'il n'y a pas de douleur, je vais chercher la douleur. Je vais
chercher le mode de contraction et l'amplitude articulaire qui lui fait mal. Donc, excuse-moi, normalement on commence en course interne. Donc ici, ça lui fait pas mal, ok, relâche. Ici, il pousse, ça lui fait pas mal, ok, relâche. Si ça lui fait pas mal, je peux lui demander une contraction concentrée, vas-y. Sauf que là, les ischios, comme vous le savez, ne sont pas faits pour travailler en concentrique. Donc là, ça risque de lui faire mal, mais ça risque même de lui créer une crampe, merci. Ouais, c'est hyper scientifique comme terme. Donc, si je travaille en concentrique en course interne, ça risque de lui créer une crampe. Donc, je ne vais pas trop me fier à ça. Je préfère l'isométrique et surtout l'excentrique. L'excentrique, pour pas le faire retourner toutes les 2 secondes, je vais le faire aussi sur le ventre. Okay, et l'excentrique, c'est pas parce qu'on parle d'excentrique qu'on parle d'excentrique supramax. On peut avoir un excentrique hyper lourd. Donc, mon patient, suivant comment ça s'est passé, suivant s'il a mal à la marche, etc., je vais lui mettre une petite dose d'excentrique, tu résistes, ok? S'il a pas mal, je vais plus fort. Allez, vas-y, encore, ok. S'il a pas mal là, tu peux relâcher. S'il a pas mal un de ces tests-là, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de lésion neuronévrotique, ça veut dire que dans cette course-là, et d'ici à là, on est d'accord, on relâche, d'ici à là, c'est que de la course interne. Donc en fait, je ne suis même pas au tiers de son amplitude. Donc je vais chercher plus loin. Tu peux te mettre sur le dos. Donc là, je vais faire pareil, je vais demander une contraction. Voilà, relâche. Je vais aller plus en course externe, tu peux plier le genou. Je vous la fais un petit peu rapidos. Tu pousses, pas de douleur. S'il n'a pas de douleur là, ok. Qu'est-ce que je fais? Excentrique, pousse, et il freine. Et là, je suis plus en course externe. Ok? Si ça fait toujours pas mal, je rajoute encore de la force. Vas-y, pousse. Ok? Maintenant, tu vas faire en iso. Voilà. Et là, tu vas soulever ton bassin en poussant contre moi. Vas-y, encore. Avec l'autre jambe, lève l'autre jambe. Ok. Là, j'ai une bonne contraction ischio. Je vais chercher la douleur. S'il a pas mal, je vais plus loin. Et ça va me donner des marqueurs pour ma progression après d'exercice. Merci. Tu peux t'asseoir. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Oui, il y a un des signes, parce que ça c'est des tests diagnostiques, mais ils ne sont pas très fiables, surtout s'ils sont pris isolément. Un des tests les plus fiables pris isolément, c'est le signe du paillasson. Vous demandez à votre patient de faire comme s'il s'essuie les pieds sur un paillasson. Je ne sais plus le terme anglais, mais bon, c'est ça, vous le retrouverez dans la littérature. Ça serait un des signes les plus évocateurs d'une lésion neuronévrotique des ischio-jambiers. Une fois que j'ai fait les tests, je vais débuter ma rééducation. Et ma rééducation, elle va tourner autour d'un seul mot, c'est excentrique. Je vais lui mettre des contraintes excentriques tous les jours. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de guider la cicatrisation. C'est pour ça qu'il faut le faire dès le début. Alors évidemment, je vais le faire par rapport à mon patient, je vais le faire par rapport à ses douleurs, à son ressenti, etc. Mais il faut absolument lui mettre de l'excentrique de manière précoce et de manière agressive. Il y a des études qui montrent que le RTP sera meilleur avec des exercices avec une douleur à 4 sur 10. Alors 4 sur 10, moi personnellement, selon mon expérience, ça me paraît énorme. C'est des études anglophones aux États-Unis. Peut-être qu'ils n'ont pas la même représentation des blessures, mais en tout cas, nous, on considère qu'une blessure à 2 sur 10 qui n'augmente pas pendant la séance et qui n'augmente pas d'un jour à l'autre, c'est optimal. Si on fait pas mal, sans doute on peut faire plus. Si on fait trop mal, là on sera agressif et on limitera la progression, évidemment. Donc, je vais lui faire de l'excentrique. Tu peux te rallonger, excuse-moi, sur le ventre. Votre patient, s'il a très mal, on va faire quand même ce qu'on peut comme excentrique. Et ça, ce que je vais vous montrer, c'est déjà de l'excentrique. Tu peux juste relâcher, voilà, et freiner la chute. Là, tu freines la chute.
Voilà. Ça, c'est de l'excentrique des ischio-jambiers. Si votre patient il ne peut faire que ça, tu peux recommencer. Si votre patient ne peut faire que ça, eh bien on ne fait que ça. Mais au moins, il aura déjà de l'excentrique. Si il supporte, je mets une résistance manuelle. C'est mieux que juste avec le poids, on est d'accord. Si ça reste en dessous de 2 sur 10, mon patient peut le faire chez lui. Il a juste besoin de son autre jambe, tu vas pousser avec cette jambe et tu résistes avec cette jambe-là. Et il peut, comme ça, faire de l'excentrique chez lui et commencer très tôt sa rééducation. Si vous avez un conseil à donner à vos partenaires d'entraînement, à vos athlètes, à vos patients, c'est n'attendez pas. Plus on va attendre, plus la cicatrisation va être fibreuse, parce qu'en fait, la première chose que fait le corps, qui n'est pas vide, c'est coller les fibres qui ont été cassées. Et en collant ces fibres, elles vont perdre leur élasticité, elles vont perdre leur fonctionnalité. Donc il faut commencer précocement. Ensuite, une fois que j'ai fait... tous les exercices, en fait, ce ne sont que des régressions d'exercices que vous avez vus juste avant. Si même ça, c'est difficile, tu vas te mettre sur le ventre. Là, on va faire... sur le dos. Excuse-moi. Là, on va utiliser une petite partie de l'excentrique qui est l'étirement, tout simplement. Et on va faire comme vous avez vu tout à l'heure lors de l'échauffement, tu vas prendre ta cuisse avec tes deux mains, voilà, et tu vas chercher à aller le plus haut possible. Non, voilà, ça tu bouges plus, et voilà, tu vas le plus haut possible. Tu relâches, et tu repars. Et tu vas le plus haut possible. Tu gardes cette position 2 secondes, et tu redescends. Tu recommences. Voilà. Juste avec ça, encore une fois, c'est une petite partie de l'excentrique. On va chercher à chaque fois à s'adapter au patient en lui mettant de l'excentrique. Si mon excentrique n'est pas possible, je vais lui montrer l'auto-étirement. On peut faire aussi de l'isométrique. Et ça, on peut le faire tout seul. Il y a Nico Fouché qui a pris ses affaires de sport, donc on va faire de la pratique pour lui. On va faire de l'isométrique, vous mettez sur la marche, juste derrière vous, vous mettez votre jambe comme ça, et comme vous avez vu juste avant, vous allez vous mettre en rétroversion, et vous allez sentir vos ischios. Allez-y, levez-vous. Vous mettez votre talon juste derrière vous, vous creusez le bas du dos, et en plus, comme vous êtes resté assis toute la journée, ça va très vite tirer. Si ça ne tire pas, c'est que votre bassin n'est pas dans la bonne position. Ok, tout le monde sent ses ischios? Hein? Bon. Ok, très bien. Vous restez debout. Ce qu'on peut faire aussi, très rapidement, c'est un deadlift sans poids. Et là, c'est pareil, vous allez sentir vos ischios très rapidement normalement si vous êtes bien positionné. Vous creusez votre dos, vous déverrouillez juste un petit peu les genoux et vous baissez vers l'avant. Juste là, vous allez sentir vos ischio-jambiers. Juste avec ce travail-là. Si vous descendez trop bas, ça veut dire que vous compensez en lombaire et avec votre bassin. Vous avez juste besoin de déverrouiller, de descendre un petit peu. Vous sentez vos ischios. Là, on est sur de l'isométrie. Ça, votre patient doit le sentir très vite, doit être capable de le faire très vite. Parce que c'est le niveau 0 du deadlift. Et une fois qu'on sait faire ça, on augmente la charge. Donc tu peux te mettre en position. Tu sais faire un deadlift? Hein? Voilà, tu as juste à descendre en creusant bien ton dos. Ok, déverrouille un tout petit peu. Voilà, garde ton dos bien creusé. Ok, les bras bien tendus. Ok, et tu relances. Ok, et on descend. Ok. Donc ça, c'est le niveau 1. On a passé le niveau 0 sans poids. Je lui donne un tout petit poids. Il est à 2 sur 10, c'est très bien. Ok, on relâche. 23. Donc, ce que je vais faire, ensuite, c'est aller en progression. Je commence par quasiment pas de charge du tout. Et je commence en vitesse lente.
Je vais travailler en vitesse lente parce que généralement c'est en vitesse rapide qu'il se blesse. Donc on commence par de la vitesse lente et puis petit à petit, au fur et à mesure, on rajoutera de la vitesse. Ce qui va me permettre de faire la progression. Je peux aussi travailler sur les transferts, la force. On sait que les ischios, ils produisent surtout de la force verticale. Donc je vais faire très vite de la force horizontale, pardon, c'est l'inverse. Oui, ils produisent de la force horizontale, je vais travailler en force verticale. Donc je vais lui demander de faire des squats. Vas-y, tu peux squatter. En lui demandant toujours, là comme il fait, c'est très bien, un contrôle du dos et du bassin. Ok, très bien. Tu vas essayer de faire la même chose, mais en avançant moins les genoux, en reculant plus les fesses. Quand je travaille comme ça, je sollicite plus les ischio-jambiers. Ok. Fais 2-3 répètes. Voilà, et j'essaie de solliciter sur mes mouvements le plus possible, au fur et à mesure, les ischio-jambiers. Très bien. On peut travailler aussi en fente avant. Si je lui demande de faire une fente, comme ça, ok, vous voyez, tu dois rester comme ça. Là, il est à 90 de genoux, et il est globalement en légère inclinaison. Bon, je suis sévère, il est assez neutre sur le truc. Si je lui demande d'avancer un petit peu, voilà, là, il sera plus en quadrille. Donc, ce que je vais lui demander, au contraire, c'est d'avancer son pied et d'ouvrir cet angle-là de flexion de genou. Voilà, et là, il sera plus en ischio. Une autre chose pour qu'il soit plus en ischio, tu gardes bien ton dos creusé et tu penches vers l'avant. Voilà, tu penches ton tronc en avant. Très bien. Ça sera plus ischio aussi. Merci. Il n'y a pas de mauvais exercices. C'est à vous de les faire varier pour travailler plus ou moins les ischio-jambiers. Et surtout de travailler en progression. L'important, c'est qu'il ait sa dose excentrique. On peut commencer vraiment très facilement les exercices. Tu peux te mettre sur ce... Encore une fois, une variante de ce que nous a montré Charlie tout à l'heure, c'est juste pour tes pelviens. Tu te mets, voilà, et tu vas monter ton bassin. Juste ça, on travaille un petit peu les ischios, on peut le commencer parfois à chien. Ça, c'est aucun problème si la blessure n'est pas trop grave. Encore une fois, par rapport à ces douleurs. Si je vois qu'il le tolère bien, très bien, j'augmente un petit peu la flexion de genou, voilà, et tu vas te mettre que sur l'étable. Voilà, et là tu montes. Ça va travailler plus les ischios. Je vois qu'il n'a pas de douleur. Je peux travailler aussi en freinant un petit peu plus la descente. Voilà, la montée rapide, et en freinant la descente. Très bien. Si je vois qu'il n'a pas de douleur, tu montes avec 2 pieds. Enfin, tu montes comme tu fais, voilà. Tu lèves un pied et tu freines la descente. Tu montes les deux, tu te mets sur un pied et tu descends. Là, comme on est en course interne, c'est pareil, en course moyenne, je peux commencer très rapidement cet exercice. Encore une fois, ce que je veux, c'est l'excentrique. Donc là, je vais lui demander, avec le fluide, tiens, tu te mets le dos là, les 2 pieds ici, tu vas faire un pont de tes pelviens, voilà, et tu vas freiner avec tes 2 pieds, voilà, mets-toi maintenant que sur les talons, voilà, et tu vas le plus loin possible. Allez, encore. Ok, tu reviens. Tu peux revenir en posant les fesses. Voilà, sans faire de concentrique. Et je travaille que l'excentrique. Ça aussi, c'est réalisable très vite par le patient. Encore une fois, s'il va bien, pas de problème, je lui fais remonter avec 2 jambes. Et tu vas garder qu'un seul pied pour freiner. Ok? Donc tu montes un pied, voilà. Et tu freines avec l'autre. Alors ça manque un petit peu de tact, c'est pour ça que ça freine peu. Ok, très bien. Tu reviens avec les 2 pieds et tu repars avec l'autre jambe. Très bien. Et tu freines. Monte un petit peu tes orteils. Voilà. Et tu freines. Voilà, très bien. Merci. Alors, ce qu'on a à apprendre, nous kinés, des préparateurs physiques,
c'est tout ce qui est nombre de séries, nombre de répétitions, temps sous tension, le tempo, etc., etc. Les prépas physiques ont une avance considérable sur les kinés là-dessus, et je pense vraiment qu'on devrait beaucoup mieux se former pour aller chercher plus précisément ce qu'on fait. On peut plus donner aujourd'hui 3 x 10, un exercice en 3 séries de 10 à nos patients sans savoir exactement où on va. Là, comme on ne peut pas travailler avec trop de charge, parce que son corps ne supportera pas la charge, on va travailler avec des charges faibles, donc du coup on peut travailler en endurance de force. Donc du coup vous pouvez demander facilement à vos patients des séries de 12 à 15 et faire de 3 à 5 séries sans aucun problème. Une fois qu'il aura normal et qu'on pourra travailler autour de 70 ou 80 RM, 80% de sa RM, là on va travailler en force, donc là on va passer entre 8 et 12 répétitions par série. Si je ne peux pas travailler ma charge, avec charge, il y a un truc qui existe maintenant et qui a vraiment de bonnes preuves, ça s'appelle le BFR. Ça, je peux travailler à 30% de la charge maximum en ayant les mêmes résultats qu'avec un travail à 80% ou 100% de l'ARM. Je vous montre très rapidement comment ça marche. Je mets les manchons le plus proximal possible. Donc on va imaginer que mon manchon est complet, je vais travailler sous restriction sanguine. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais faire travailler mon muscle avec une restriction d'apport d'oxygène. Ce qui va faire que son muscle, grosso modo, en fait, il y a deux manières de stresser un muscle. Il y a le stress mécanique et il y a le stress métabolique. Là, comme je ne peux pas mettre de stress mécanique puisqu'il s'est pété, je vais mettre que du stress métabolique. Donc là, je vais demander exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il sera en restriction sanguine grâce au manchon que j'ai serré le plus proximal possible. Je vous invite à vous former, à lire là-dessus si vous voulez utiliser cette méthode, mais aujourd'hui, on peut l'utiliser de manière sereine. Les résultats sont très bons dans les études. Donc je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, tu vas mettre en ponté pelvien, et je vais faire le même exercice, sauf que, non, même pas avec le fouet. Je vais faire exactement le même exercice en ponté pelvien. Voilà. Je vais lui demander de faire une première série de 30 répétitions, tu montes et tu descends. S'il est capable de faire ça, il est capable de travailler avec le BFR. Et avec le BFR, ce sera plus efficace que si je le travaille sans. Donc pourquoi s'en passer? Une fois qu'il a fait une série de 30, je vais demander un petit temps de pause, où en fait il ne se repose quasiment pas, puisqu'il est encore sous carreau. Et ensuite on va continuer avec 3 séries de 15. Peu importe pour les modalités, mais grosso modo c'était pour vous mettre ça dans la tête. C'est un exercice, si vous ne pouvez pas charger, si vous ne pouvez pas mettre de charge lors de vos exercices, travailler sans charge c'est bien, travailler sans charge avec le BFR c'est mieux, selon les études. Voilà. Il me reste 8 minutes. Il y a 2 types d'exercices. Le travail il y a des exercices pour travailler les ischio-jambiers hanches et des exercices genoux. Si mes douleurs sont plutôt proximales, d'abord, je vais travailler plutôt genoux, puisqu'on sait que les exercices hanches vont fortement solliciter la partie proximale. Donc je vais plutôt faire les exercices genoux. Si c'est plutôt distal, je vais faire l'inverse. Je vais plutôt travailler, donc les exercices hanches, c'est les exercices qui vont faire bouger les hanches sans bouger les genoux. Les exercices genoux, c'est exactement l'inverse. Okay, donc je vais faire une différence là-dessus. Je suis kiné, donc normalement, je suis censé lui faire des soins aussi. Et j'en ai pas parlé depuis le début. J'en ai pas parlé volontairement parce que ça va pas être la pièce, ça va pas être ce que je vais faire en priorité à mon patient. Si mon patient n'a pas accès à un kiné pour le masser, c'est pas grave. L'important c'est qu'il travaille son muscle en excentrique. Ensuite, moi évidemment que je fais des soins manuels sur mes joueurs, évidemment, et évidemment que ça a un effet, mais le travail passif que je vais faire, c'est surtout pour qu'ils puissent faire de l'actif après. Une petite précision aussi, en aigu, masser fort, ça risque d'endommager le réseau
vasculaire qui va se créer pour réparer cette blessure. Donc, ça ne sert à rien de vous précipiter sur vos patients et d'aller les masser fort. Le massage, c'est bien parce que ça va détendre vos patients, ça va potentiellement détendre aussi les muscles environnants, mais ça va surtout lui faire du bien dans la tête. Non pas que ça n'existe pas, non pas que c'est son imagination, mais ça va lui faire du bien au niveau neuro. Et on sait à quel point l'optimisme, on l'a vu ce matin, peut avoir un intérêt. Donc ça va lui faire du bien, on va pouvoir continuer à toucher notre patient, voir dans quel état structurel il est. Et ça, c'est hyper important si c'est pour faire de l'actif derrière. Donc l'équilibre, retenez ça, le passif, oui, il faut en faire, mais c'est toujours au profit de l'actif, toujours. Voilà, ensuite, je voulais vous parler, mais je n'aurai pas le temps, du travail de gainage, du travail des fessiers, du travail des mollets, bon, on l'a vu tout à l'heure avec Charlie encore une fois. N'oubliez pas que ce sont des alliés puissants et qui vont vous aider pour votre rééducation, au même titre que le travail cardiovasculaire. Votre travail cardiovasculaire va beaucoup vous aider parce qu'il va permettre au sang de circuler et donc à la cicatrisation de se faire au mieux. Voilà ce dont je voulais vous parler. Je n'aurai pas le temps de vous parler de la suite, c'est pas grave. En gros, tous les exercices que vous avez vus tout à l'heure avec Charlie, en fait, on travaille exactement avec les mêmes exercices, sauf qu'on va le faire de manière beaucoup plus réduite, avec une force bien minimale. Par exemple, il vous a montré le nordique tout à l'heure. Je peux très bien travailler le nordique. Tiens, tu peux te mettre sur les genoux, s'il te plaît. Je peux très bien travailler le nordique. En l'aidant avec un maintien élastique. Tiens, tu peux chuter. Vas-y. Voilà, ça demande beaucoup moins de force musculaire. Donc, je peux travailler le nordique très tôt dans ma rééducation. Et le but du jeu, c'est qu'ensuite, il soit capable de le faire, parce que le but final, et j'arrêterai là-dessus après, le but final de ma rééducation, ça va être que mon patient soit capable d'aller avec le préparateur physique et qu'il puisse être capable de répondre à ses exigences, de répondre aux contraintes. Donc en fait, si je ne sais pas ce que le préparateur physique ou ce que l'entraîneur va leur demander, je ne peux pas savoir quel est mon objectif. Je n'ai pas d'objectif en fait pour mon patient. Il faut absolument savoir à quel curseur on veut arriver pour avoir une rééducation performante, efficace et même efficiente. Donc voilà, travaillez en progression avec votre patient, travaillez dès le début, et surtout, ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est pour les ischio-jambiers, il faut travailler l'excentrique de manière le plus précoce possible, et en progression pour l'emmener le plus loin possible. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup Jean-Philippe. On a le temps pour une autre question. Oui. Je voulais savoir ce que tu pensais du chaud pour les lésions musculaires. Et la deuxième question aussi, est-ce que toi, après par exemple un travail d'endurance de force, avant de passer sur de la force, tu passes par un peu d'hypertrophie ou pas du tout Alors, c'est une bonne question. En fait, j'ai pas la réponse. Aujourd'hui, sincèrement, moi je ne sais pas avec la littérature scientifique ce que vraiment je dois faire. Oui, on parle du chaud, pourquoi pas? Pour tout ce qui est lésion, justement, en dessous du stade 3, il mettait que c'était plutôt mieux de mettre du chaud, et stade 3 au-delà, du coup du froid pour éviter l'hématome. Complètement, je suis sur les mêmes références que toi, a priori. Toujours est-il que, en fait, il y a un gros frein aussi, c'est les croyances. Et si on percute les croyances trop violemment, en fait, ça n'aura pas l'effet escompté. Et aujourd'hui, le froid a une place tellement importante dans l'imaginaire collectif que c'est très compliqué d'aller vers le chaud. Sachant que les preuves, même pour le chaud, ne sont pas encore très fortes. Donc en fait, j'ai encore du mal à me positionner là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi dans l'idée, ouais, moi j'aimerais bien mettre un peu plus de côté de froid pour le chaud, mais j'attends encore que les études soient plus puissantes. Et je sais à quel point l'aspect psychologique peut être important pour les joueurs, pour les patients. Donc à chaque fois, eux, ce qu'ils veulent, c'est du froid.
Donc j'accède à cette demande en limitant l'application. Et l'application de Descartes, toi, tu ferais, non? pour l'instant, il n'y a absolument aucune preuve qui est en faveur de ces techniques. Donc, c'est du chaud. Ça donne du chaud. Pourquoi pas? Et en ce qui concerne l'hypertrophie, en fait, là j'avais très peu de temps, donc j'ai essayé de faire quelque chose, encore une fois, de simpliste. Et je m'en excuse. En fait, tout est fondu. Je ne fais pas que de l'endurance de force et ensuite de la force et ensuite de l'hypertrophie. Tout est fondu. Quand je peux faire de la force sur certains mouvements ou sur certains muscles, je vais le faire. Quand je peux faire de l'hypertrophie, je vais le faire aussi. Mais là, avec les patients, en fait, il faut bien garder en tête que je ne peux pas faire avec les joueurs sains. Donc en fait, je vais faire ce que je peux, j'ai envie de te dire. Et l'hypertrophie, ça ne va pas être ma priorité, parce que j'aurai beaucoup d'autres choses à faire avant ça. Une fois que tu as bien validé tes étapes et que tu es capable de faire de l'endurance de force, quoi, Ouais. pour passer justement sur ta dominante plus, je sais pas, de force, du travail d'explosivité ou quoi, est-ce que tu vas quand même essayer de faire un peu d'hypertrophie ou... En fait, moi, ma priorité, c'est qu'il soit fort et ensuite qu'il soit puissant. Donc en fait, l'hypertrophie, je vais en faire, mais ça va pas être ma... Tu vois, si j'ai 80% force et puissance, après, peut-être que je vais garder 20% pour l'hypertrophie, mais ça va pas être ma... Voilà, c'est ça. Après, c'est ma méthode, c'est ma manière de c'est notre manière de travailler, et tout est discutable. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y, Hugo. Je veux savoir, juste pour revenir sur les premiers stades, là, les 5 premiers jours, est-ce que vous avez soit le temps, soit la volonté de... Tu parlais des mesures d'angle et tout, est-ce que vous avez l'occasion de l'objectiver, de mesurer vraiment, tiens, sur l'étirement il a mal à tel angle et ainsi de suite, et je vois J1, J2, J3, pareil pour la force par exemple. Et est-ce que vous avez le temps de développer genre une sorte d'algorithme pour vous projeter un peu sur les délais, des choses comme ça, en disant, bah tiens, sur les J3, il a gagné 20-25 degrés, donc c'est plutôt encourageant sur la suite, ou voilà, est-ce que vous mettez ça en place ou pas? Alors oui, on essaie de tout objectiver, tout ce qu'on fait, on essaie de l'objectiver au plus possible. Alors après, franchement, on n'est pas au degré près quand on voit la fiabilité de nos outils. Mais oui, on essaie d'objectiver tous nos marqueurs le plus possible. Par contre, on s'interdit de parler de délai parce qu'on sait que c'est tellement individu dépendant qu'en fait, on ne parle jamais de délai. Et c'est vrai que ça serait intéressant de le faire a posteriori. Avec nos marqueurs, voir à quel moment ils ont repris, mais on n'a pas assez de joueurs pour ça, donc ça ne serait pas significatif. Et encore une fois, quand le joueur nous demande, en fait, on parle toujours de l'étape d'après, mais on ne parle jamais de la reprise, parce qu'en fait, pour un stade 2, on sait que la littérature c'est entre 2 et 8 semaines, donc en fait, ça ne sert à rien de donner des délais. Et encore une fois, on n'a pas assez de recul et pas assez de patience pour avoir des certitudes comme ça, mais ça serait hyper intéressant. Peut-être pour prolonger la question, du coup, le retour au sport, le retour à la réintégration dans le groupe, dans la vraie vie, ça se fait comment? Parce que dans la littérature, il y a des critères, on sait qu'il faut passer certains stades pour pouvoir reprendre. Maintenant, dans un club pro comme le FC Nantes, est-ce que c'est vraiment ces méthodes-là qui sont mises en place sur le terrain? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent? Comment ça se met en place en pratique? Alors, c'était une partie de ma présentation, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, je m'en excuse. En fait, maintenant, le processus de retour au sport, ça a vraiment changé parce qu'avant, c'était un petit peu le médical qui donnait son aval ou pas, c'était binaire. Et maintenant, on parle de risque tolérable. En fait, oui, on a des tests, on a des marqueurs, on a des critères, on a beaucoup de choses qu'on fait. Mais après, on n'est pas les seuls décisionnaires. On donne notre avis, mais on prend aussi l'avis du sportif. Et on prend l'avis aussi du staff. Parce que, une quatrième dimension, c'est le contexte. Pour la même blessure, là on va jouer dans pas longtemps à la finale de la Coupe de France, j'espère que vous serez tous derrière nous. Et bien pour ce match-là, le risque tolérable ne sera pas le même que pour un match amical. Donc en fait, oui, on donne nos marqueurs, nos critères, on donne notre avis, mais on demande tout le temps aux patients, aux joueurs, ce que lui peut, ce que lui se sent capable, et ça fait écho à ce qu'on a vu ce matin avec toi. Mais après, l'entraîneur doit faire ses choix, il doit donner son avis,
nous on donne notre avis et le joueur, son avis est hyper important aussi, donc en fait c'est pas binaire comme ça. Et finalement, qui a le dernier mot, qui prend la décision? Parce que j'imagine que les avis peuvent être un peu différents, il peut y avoir des fois des décisions à prendre. C'est des discussions, de toute façon dans un club de foot, celui qui prend la décision finale c'est le coach. C'est toujours comme ça. Nous on est un staff de soutien, on est au service du coach. La décision finale ce sera toujours le coach qui la prendra. Super. Une dernière question. Je voulais savoir quelle est la place de l'imagerie dans vos décisions justement de RTP. Est-ce que vous ne prenez pas du tout en compte ou est-ce que c'est vraiment une part importante? Alors c'est une très bonne question parce qu'on est tout le temps en train de se la poser aussi. On n'est pas tranché sur cette question-là parce qu'au fur et à mesure des études, on a un avis puis un autre. Aujourd'hui, l'imagerie a la même importance que nos tests de force, que nos hop tests, que ça fait partie de notre décision finale, mais on ne donne pas de délai avec l'imagerie. On en prend en compte, ça fait partie de notre processus de réflexion. Donc ça est pas important, mais ça n'a pas une place primordiale non plus. Dans un cas extrême, quelqu'un qui aurait des tests RTP nickel, mais une imagerie très mauvaise, qu'est-ce que vous en faites? Ça dépend du joueur, ça dépend du contexte, ça dépend du coach, ça dépend de 1000 trucs. Je ne peux pas te répondre comme ça, c'est pas possible parce que ça dépend de trop de choses en fait. C'est jamais, encore une fois, ce n'est plus binaire comme avant. C'est vrai qu'avant on avait tendance à dire qu'avec ça, on pouvait pas ou on pouvait. Maintenant c'est beaucoup plus complexe que ça et je trouve que c'est beaucoup plus complet et ça correspond aussi à ce que tout le monde veut, quoi. Le coach, de toute façon, il prendra sa décision, nous on donne notre avis. Et notre avis est aussi influencé par l'imagerie, ça c'est sûr. Mais ça fait partie d'un nombre de notions qu'on prend en compte, quoi. Très bien, merci. On peut applaudir à nouveau. Merci beaucoup.